Ça y est, le mercato hivernal est officiellement terminé depuis un peu plus de 48 heures et aujourd'hui, j'avais envie de revenir sur les clubs ayant réalisé le meilleur mercato en fonction de leurs besoins. Et pour être tout à fait honnête, il y en a 4 qui m'ont particulièrement tapé dans l'œil pour des raisons un petit peu différentes les unes que les autres. Et déjà pour commencer, j'avais envie de vous montrer un petit tweet évoquant les dépenses lors de ce mercato hivernal. Et si vous êtes bon en maths, vous voyez qu'à elle seule, la Première Ligue a généré 3 fois plus de dépenses que les 4 autres championnats. Mais aujourd'hui, c'est pas réellement ça qui va nous intéresser. La preuve, sur les 4 clubs que je vais évoquer, il y a 2 clubs de Première Ligue, un club de Ligue 1 et un club de Bundesliga, donc c'est quand même assez varié. Et sans plus attendre, je vous propose de commencer dès maintenant. Alors on va commencer avec la première équipe, et évidemment la première équipe c'est celle des Blues de Chelsea. Chelsea qui a fait un mercato absolument dingue, il n'y a pas d'autre mot. On connaissait Roman Abramovich qui avait cette capacité à mettre la main au portefeuille, mais je peux vous dire que Todd Boehly, c'est encore autre chose, hein. Pour ceux qui n'ont pas les chiffres exacts, Chelsea a dépensé plus de 329 millions d'euros lors de ce mercato hivernal, et c'est là où on voit qu'il y a quand même une petite pression au vu de leur situation. Je rappelle que Chelsea est actuellement 10ème de Première Ligue, donc le but évidemment c'est de retrouver le top 5 le plus rapidement possible, mais le but c'est aussi de bâtir une équipe qui est capable de performer sur la durée. On va le voir, mais toutes ces recrues sont de jeunes recrues et surtout des recrues avec des contrats qui sont très longs. Donc évidemment, comme je le disais, le but c'est de bâtir une équipe qui est capable de performer sur la durée en espérant faire une certaine plus-value au final. C'est risqué, certes, mais si ça marche, faudra dire bravo Boehly. Du coup, première recrue vraiment intéressante, c'est celle de Benoît Badiachil, défenseur sorti tout droit de l'AS Monaco, défenseur à très fort potentiel et qui commence petit à petit à se faire une place de titulaire aux côtés de Thiago Silva. Il y a aussi João Félix qui avait vraiment besoin de sortir de ce contexte, lui qui avait été vendu comme étant le futur du football mais qui peine à performer sur la durée. Et même si ce n'est qu'un prêt, peut-être que cette venue du côté de Chelsea lui permettra de se relancer et surtout de prouver qu'il est capable de faire de grandes choses dans une équipe un peu plus volontaire que celle de l'Atlético. On a ensuite Mykhailo Mudryk que j'ai pu analyser sur la chaîne et ce joueur m'a vraiment tapé dans l'œil. C'est un joueur qui a de la qualité, que ce soit en termes de vitesse, de percussion ou encore d'élimination. Il a d'ailleurs été très performant lors de la première partie de saison avec le Shakhtar, notamment face au Real Madrid en Ligue des Champions, donc c'est un joueur très prometteur et comme je le disais actuellement, la stratégie de recrutement de Chelsea, c'est de cibler des joueurs à fort potentiel qui sont très jeunes et qui sont capables d'incarner le futur du club, et Mykhailo Mudryk remplit tous ces critères comme les 2 prochains et ça me permet de faire la transition et vous parler de Noni Madueke et Malo Gusto. Eux aussi ils sont capables d'incarner le futur du club. Alors contrairement à Madueke, Malo Gusto lui n'arrivera que cet été car il reste en prêt du côté de l'OL jusqu'à la fin de la saison, mais pour la saison prochaine ça peut vraiment être un renfort de taille pour une équipe comme Chelsea qui, je le rappelle, se repose sur un joueur très souvent blessé, à savoir Reece James. Donc malgré les quelques interrogations sur Malo Gusto, notamment en ce qui concerne sa performance longue durée, c'est le type de latéral droit dont Chelsea avait réellement besoin. Et enfin, dernière recrue et non des moindres, c'est celle d'Enzo Fernandez qui est arrivé à la toute fin du mercato. Et Chelsea, ils sont malins quand même. Chelsea, c'est vraiment des petits filous parce que ils s'étaient renseignés au tout début du mercato. Le Benfica n'était pas d'accord. Du coup, Chelsea, ils ont laissé tomber. Et ils sont revenus à la toute fin du mercato, mais cette fois-ci avec une offre beaucoup plus alléchante. Donc évidemment, le Benfica a accepté. Bref, du Chelsea tout craché quoi. Pour ce qui est d'Enzo Fernandez, alors vous connaissez mon avis parce que j'en ai déjà parlé sur la chaîne. Alors oui, il a fait une très belle Coupe du Monde, oui, il a été élu meilleur jeune joueur du tournoi, mais encore une fois, c'est un joueur qui a prouvé sur une très courte période. Et moi je m'inquiète un peu à ce niveau-là, alors je m'en fous aussi un peu beaucoup parce que je suis pas supporter de Chelsea, mais ce que je veux dire c'est que pour moi Enzo Fernandez ça passe ou ça casse. On le sait, intrinsèquement parlant c'est un joueur qui a de la qualité, ça c'est indéniable, mais en termes de performance longue durée, là c'est le flou total et pour un joueur sur lequel tu as investi plus de 120 millions d'euros c'est quand même risqué, mais voilà.
c'est risqué, Todd Boehly prend des risques, on va voir si ça va payer, et en tout cas ça n'enlève rien l'énorme mercato effectué par Chelsea. Pour ce qui est de la prochaine équipe, on a l'Olympique de Marseille qui fait un très bon début de saison, le club est actuellement deuxième de Ligue 1 à 5 points du PSG, mais sans forcément parler des résultats, ce mercato a encore une fois montré que ça travaillait bien du côté de l'OM. Pablo Longoria fait du très bon travail, il a réussi à ramener quelqu'un comme Ruslan Malinovski qu'Igor Tudor voulait déjà l'été dernier, et c'est là qu'on voit que c'est un président qui arrive à répondre aux attentes de son coach. Il y a également l'arrivée d'Azzedine Ounahi, grand espoir du football marocain, on a d'ailleurs fait l'analyse sur la chaîne, et on l'a vu, c'est un joueur qui a beaucoup de qualité. Mercredi soir, pour son premier match, il a mis un but absolument sensationnel à la Beaujoire face au FC Nantes, un but purement maîtrisé au niveau de l'aspect technique, donc à voir s'il va réussir à confirmer sur la durée, mais personnellement j'ai bon espoir, donc Ounahi, ouais, très bonne recrue. Et enfin pour terminer, Vitinha, et pas Vitinha du PSG, hein. Ouais, je sais, c'était pas ouf. Bref, recrue à plus de 30 millions d'euros, recrue la plus chère de l'histoire de l'OM. Alors je vous avoue, je ne le connais pas, je regarde très rarement, si ce n'est jamais, le championnat portugais, donc ça va être difficile pour moi de vous donner un avis constructif sur ce joueur, surtout que comparé à Malinovski et à Ounahi, j'ai pas pu faire d'analyse sur la chaîne, donc je sais vraiment pas ce qu'il vaut, même si j'en ai quand même entendu beaucoup de bien, donc il y a de quoi être optimiste. Bref, ces 3 gros coups de la part de l'OM qui est un club ambitieux, l'OM qui est très bien structuré sportivement parlant, et surtout l'OM qui est prêt à faire de belles campagnes européennes dans les années à venir. Ensuite, on a le Bayern qui a plutôt bien géré son mercato, alors que pourtant ça avait mal commencé, j'ai envie de dire, hein, je rappelle qu'ils ont appris la blessure de Manuel Neuer, synonyme de fin de saison, donc il fallait absolument recruter un gardien de but, et surtout un bon gardien de but. Au départ, ils se sont orientés sur Emiliano Martinez, mais au final, ils se sont rabattus sur Yann Sommer. Yann Sommer qui est un très bon gardien, un gardien d'expérience et qui en plus de cela connaît très bien le championnat allemand, étant donné qu'il évoluait du côté du Borussia Mönchengladbach depuis 2014, donc en termes de profil, c'était difficile de faire mieux. Ils ont ensuite recruté Daley Blind, également très expérimenté, même si c'est plus pour occuper ce rôle de doublure, étant donné que la charnière Upamecano de Ligt est très complémentaire, mais ça reste tout de même un bon renfort. Et enfin pour terminer, le gros coup et surtout la surprise de ce mercato côté Bayern, c'est l'arrivée de João Cancelo en provenance de Manchester City. Honnêtement, je m'y attendais pas, alors je savais que sa relation avec Guardiola était assez tendue, mais de là à rejoindre le Bayern, c'est vraiment quelque chose d'assez surprenant. Maintenant, à voir ce que ça va donner. Pourquoi pas, j'ai envie de dire. De toute manière, le Bayern en avait besoin, car Pavard, bon... ça va pas durer longtemps. Alors certes, il fait une bonne première partie de saison, mais sa communication lors de ce mercato hivernal, elle a été catastrophique. Donc pour moi, Pavard et le Bayern, ça va pas durer. Après, il y a aussi Mazraoui, mais Mazraoui, il connaît quelques problèmes de santé. Il a attrapé le Covid en début d'année et apparemment, il a du mal à s'en remettre. Donc cette recrue de João Cancelo, c'est vraiment quelque chose de positif pour le club, mais également pour le joueur. Et j'espère de tout cœur que ça va marcher. Tout simplement. Et enfin pour terminer, dernier club qui selon moi a réalisé un très gros mercato, c'est celui de Nottingham Forest. Alors je sais pas trop quelles sont les ambitions de Nottingham Forest parce que, ok, cet été ils ont réalisé un très gros mercato dans l'optique du maintien étant donné qu'ils venaient tout juste de monter, mais là actuellement ils sont 13e de première ligue donc il n'y a pas de danger immédiat. Alors effectivement ils sont qu'à 4 points de la zone rouge donc ça peut aller vite, mais quand je regarde les équipes qui sont juste derrière, ça joue pas forcément mieux, donc pour moi Nottingham Forest vont se maintenir en première ligue et justement dû à cela on pouvait penser qu'ils allaient un peu se calmer en termes de recrutement, mais tu parles que nini. Ils sont allés chercher des joueurs comme Wang qu'on connaît très bien étant donné qu'il a évolué au sein de notre bonne vieille Ligue 1 pendant 4 années. Ils sont ensuite allés chercher 2 joueurs de Newcastle et donc par conséquent que je connais très bien, à savoir Chris Wood et Jonjo Shelvey. Alors Chris Wood, je comprends pas trop parce que c'est un attaquant avec un profil assez atypique et que je trouve pas si étincelant que ça. Par contre, Jonjo Shelvey, oui, très bonne recrue. Alors effectivement, depuis le début de saison, il n'a pas beaucoup joué car il a connu une grave
graves blessures, mais c'est un très bon joueur avec un gros volume de jeu, très bon sur coup de pied arrêté, grosse frappe de loin, bref, il a de la qualité et il est capable d'apporter beaucoup de choses à cette équipe de Nottingham Forest. Et enfin, la dernière surprise de ce mercato hivernal côté Nottingham Forest, c'est l'arrivée de Keylor Navas. Oui, Keylor Navas est le gardien de Nottingham Forest. Il y a 2 ans, le gars il était en quart de finale de Ligue des Champions, là il se retrouve à Nottingham Forest, 13e du championnat et sans Coupe d'Europe. Triste fin quand même, non? Non, je sais pas. Bon après pour Nottingham Forest c'est quelque chose de positif, je veux dire t'attires quelqu'un comme Keylor Navas, c'est quand même quelque chose, c'est un gardien qui a joué au Real Madrid, au Paris Saint-Germain. Bon gardien, Keylor Navas. Maintenant, pour lui, personnellement, je trouve ça quand même un petit peu dommage. Je veux dire, Keylor Navas, c'est un gardien qui a énormément de qualité. J'ai pas forcément eu l'occasion d'en parler sur la chaîne, mais pour moi, à l'heure actuelle, Keylor Navas, il bouffe Donnarumma tous les jours, matin, midi et soir. Alors peut-être pas dans tous les domaines, mais globalement, dans l'ensemble, pour moi, Keylor Navas est plus complet que Donnarumma. C'est peut-être dur à entendre, mais en tout cas, c'est ce que je pense. Donc ouais, voir Keylor Navas du côté de Nottingham Forest, c'est quand même assez bizarre. Après, bon, je pense que Nottingham Forest a sorti le chéquier et va lui offrir un très bon salaire, donc je vais pas non plus pleurer pour lui, mais voilà. Keylor Navas à Nottingham Forest, c'est quand même assez surprenant. Maintenant, je tiens quand même à faire une petite mention honorable à certains clubs comme l'Atlético Madrid pour Memphis Depay, en espérant que le néerlandais réussisse à se relancer, Arsenal pour Leandro Trossard et Jorginho, 2 très bons coups, Trossard qui a réalisé un très bon début de saison avec Brighton, donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner, le FC Nantes pour Florent Mollet, Andy Delors, grosse surprise, je m'y attendais vraiment pas, ou encore le défenseur brésilien, João Victor, même si bon, pour sa première face à l'OM, il aurait pu connaître mieux, l'AS Saint-Etienne qui mine de rien s'est vraiment renforcé avec un total de 7 recrues, et c'est quelque chose de compréhensible car c'est un club qui joue sa survie, très clairement, et enfin Leicester pour Victor Christiansen ou encore Tété, qui sont 2 joueurs à fort potentiel. Bref, j'en oublie sûrement d'autres, donc n'hésitez pas vous dans les commentaires à me dire quelle équipe a selon vous réalisé le meilleur mercato hivernal. Voilà, ça m'intéresse énormément. Voilà les amis, c'était tout pour cette vidéo concernant les clubs ayant réalisé les plus gros coups lors de ce mercato hivernal. J'espère qu'elle vous aura plu. Avant de partir, comme d'habitude, n'oubliez pas le petit like, le petit pouce bleu qui fait toujours extrêmement plaisir, et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si vous avez aimé ce que vous avez vu. Nous on se retrouve lundi pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous. Je vous souhaite comme toujours que du bonheur, que des bonnes choses. Portez-vous bien et merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Allez, ciao, bye bye.